33,9 millions d'années avant nous, un herbivore a reçu un visage de cheval, des bras de gorille et des griffes capables de tirer les branches vers sa bouche. Chez les animaux disparus, certaines silhouettes semblent avoir été assemblées avec des morceaux qui ne devraient pas aller ensemble. Un coup de grue sur un corps reptilien, une mâchoire de prédateur sur des pattes de cochon, et, dans le cas des chalicotères, un corps de cheval posé sur des membres antérieurs longs, puissants, presque simiesques. L'imagination humaine adore ce genre de fusion. Les récits de créatures fabriquées, comme l'Indoraptor, le Spinoraptor ou le Stegoceratops, jouent sur cette fascination très simple. Prendre deux formes reconnaissables, les coller l'une à l'autre, et regarder naître quelque chose de dérangeant. Dans le vivant actuel, les hybrides existent aussi, même si la plupart portent la trace d'une intervention humaine. Dans la nature, ces rencontres restent rares, autour de 10 à 25% des cas selon les groupes concernés. Mais elles suffisent à produire des animaux comme les mulets, les ligres, les pumapards ou les wolfines. Le registre fossile ne montre pas de véritables hybrides de ce type. Pourtant, certaines espèces anciennes donnent l'impression troublante que l'évolution a obtenu un résultat similaire sans mélanger directement deux animaux. Les chalicotères en sont l'un des exemples les plus frappants. Des mammifères herbivores, classés parmi les chalicotériidés, apparus durant l'Oligocène, et si étranges qu'ils ressemblent presque à une erreur de montage. Leur apparence accroche immédiatement l'œil. La tête et le tronc rappellent les chevaux, avec un museau allongé, une allure massive, une bouche faite pour saisir une végétation tendre. Mais les membres cassent aussitôt cette image. Les pattes ne portent pas de sabots classiques. Elles se terminent par 3 doigts ou 3 orteils fonctionnels, solides, visibles, comme si l'animal avait gardé des mains là où l'on attendait des pieds. Ces bêtes n'étaient pourtant ni des primates perdus, ni des chevaux au sens strict. Elles appartenaient à un rameau séparé, rangé dans l'ordre des Perissodactyla, le même grand ensemble que celui où l'on place les chevaux, qui restent leurs plus proches parents vivants. Ce lien apparaît surtout dans la face, un profil équin, des lèvres épaisses et mobiles, capables d'agripper les feuilles, les tiges et les herbes, comme un outil souple placé au bout du museau. Pendant longtemps, cette tête a trompé les regards. Un crâne de cheval suggérait un animal de prairie, broutant l'herbe à ras du sol. Mais le reste du squelette racontait une scène différente. Les bras surtout étaient trop longs, trop robustes, trop spécialisés pour appartenir à un simple brouteur lancé dans les plaines. Les chalicotères marchaient avec une démarche qui évoque celle des gorilles, en prenant appui sur les articulations des doigts. Ce déplacement les rendait moins rapides qu'un cheval. En échange, leurs bras leur donnaient accès à une ressource placée plus haut, des branches, du feuillage, des bouquets de végétation que la tête seule n'aurait pas atteints. Sur l'écran, l'animal se dessine alors autrement. Il avance lentement dans un milieu boisé, plante ses membres antérieurs dans le sol, puis redresse son torse assez pour accrocher une branche. Les griffes se referment, le feuillage descend vers la bouche. La même anatomie qui ralentissait sa course ouvrait une table suspendue au-dessus du sol. Ces griffes n'étaient pas de petits détails décoratifs. Chaque main portait des armes courbes, épaisses, capables de renforcer la prise sur les branches. Elles pouvaient aussi servir à tenir un rival à distance ou à frapper un agresseur, même si cette fonction reste une hypothèse, fondée sur la forme du squelette et sur la comparaison avec de grands animaux actuels. Un bras aussi massif ne disparaît pas dans une confrontation. La taille renforçait encore cette impression de puissance. Les plus petits représentants atteignaient déjà le gabarit d'un mouton, un animal compact,
lourds, bien plus difficiles à déplacer qu'il n'y paraît. Puis venaient les géants de la famille, comme Chalicotherium et Moropus, capables d'atteindre 2,40 m au garrot. Certains individus auraient dépassé 1 tonne 100. À cette échelle, le mélange cesse d'être seulement étrange. Il devient intimidant. Un herbivore haut comme un grand panneau, plus lourd qu'une petite voiture, avec une face de cheval, des bras de gorille et des griffes au bout des doigts, n'a plus rien d'un animal maladroit. Dans l'Éocène et l'Oligocène, ces formes figuraient parmi les grands mammifères terrestres de leur temps, présentes en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Leur force venait d'un compromis visible dans chaque os. Le cheval apporte l'image de la vitesse, mais le chalicotère l'abandonne. Le gorille apporte l'image des bras puissants, mais l'animal reste un herbivore à museau allongé. Ce n'est pas une fusion réelle, c'est une réponse évolutive qui donne, de loin, l'apparence d'une fusion. Ce corps racontait une victoire locale. Dans les forêts et les zones riches en feuillage, les membres antérieurs allongés, les lèvres préhensiles et les griffes formaient une machine à tirer la nourriture vers soi. Là où un brouteur dépendait du sol, le chalicotère pouvait travailler la hauteur. Là où un cou plus long aurait suffi à d'autres lignées, lui utilisait ses bras. Mais chaque spécialisation laisse une trace sur le reste du corps. Un animal bâti pour saisir les branches ne file pas comme un cheval lancé sur terrain ouvert. Un herbivore qui porte des griffes massives au lieu de sabots paie ce choix à chaque pas. La silhouette fascine parce qu'elle montre deux besoins contraires dans le même corps. Atteindre plus haut, tout en restant assez fort pour survivre au sol. C'est ce qui rend les Chalicotheriidae si précieux dans cette histoire. Ils ne prouvent pas que la nature fabrique des monstres pour le spectacle. Ils montrent plutôt comment une solution efficace peut prendre une forme déconcertante, presque impossible à résumer avec un seul animal moderne. Un cheval ne suffit pas. Un gorille ne suffit pas non plus. Le chalicotère oblige à regarder les deux images en même temps. Et cette première créature n'est qu'un seuil. Derrière elle se profilent d'autres silhouettes fossiles où le même malaise revient. Des prédateurs qui évoquent à la fois le chien et l'ours. Des reptiles au cou si long qu'il devient une cible. Des carnivores de la trias primitive dont le crâne prend presque le quart du corps. À chaque fois, l'évolution gagne quelque chose. À chaque fois, elle expose aussi une faiblesse. Leur lignée s'est étendue de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Nord, mais c'est surtout en Asie que les fossiles dessinent la plus forte diversité. Dans les dépôts connus, leurs os reviennent souvent près d'anciens milieux boisés, comme si ces animaux avaient vécu à la lisière des forêts, là où les branches basses et les clairières offraient de quoi nourrir un corps lourd. Ils n'apparaissent presque jamais en foule compacte. Sur la plupart des sites, les restes sont rares, dispersés, isolés, ce qui laisse l'image d'animaux plutôt solitaires, avançant seuls entre les troncs, avec leurs bras puissants et leurs griffes tournées vers le feuillage. Cette vie discrète n'a pourtant rien d'un échec. Les chalicotères ont duré longtemps, très longtemps, jusqu'à disparaître il y a environ 1 million d'années, refermant une dynastie de mammifères si singulière qu'aucun animal vivant ne permet de les résumer sans les trahir. Cette étrangeté ne reste pas enfermée dans les forêts du Cénozoïque. Ailleurs, une autre famille impose une silhouette familière et dérangeante à la fois. Un prédateur qui semble emprunter au chien sa course, à l'ours sa masse, et à aucun des deux son identité complète. Ce groupe porte le nom d'Amphicyonidae, à cause de leurs proportions, de leurs mâchoires et de leur allure générale,
On les appelle plus volontiers les chiens ours. Le surnom paraît simple, presque confortable. Le corps, lui, ne l'est pas. Plus anciens que les chalicotères, les amphicyonidés apparaissent il y a environ 45 millions d'années en Amérique du Nord, durant l'Éocène. Ils entrent alors dans un espace écologique encore ouvert, celui des grands prédateurs, capables d'atteindre une taille vraiment imposante. Mais les premiers représentants ne ressemblent pas encore aux colosses qui viendront plus tard. Ils sont plus petits, plus rapides, plus souples. Daphoenus, l'un des premiers genres connus, pouvait aller de la taille d'un chat domestique à celle d'un petit loup. C'était un carnivore, mais pas un pur spécialiste de la viande. Son régime restait généraliste, capable d'intégrer plusieurs ressources, avec une manière de vivre que l'on pourrait rapprocher de celle du chacal doré actuel. À ce stade, le chien-ours ne porte pas encore tout le poids de son nom. Puis les corps changent d'échelle. Certaines lignées gagnent en masse, en puissance, en autorité sur leur territoire. Les pattes s'allongent comme chez les chiens, le museau s'étire, la dentition se spécialise pour saisir, couper et déchirer. En même temps, la stature, l'appui du pied et la lourdeur générale rappellent davantage l'ours. À l'intérieur de cette famille, certains penchent visuellement vers le chien, d'autres vers l'ours. Pourtant, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ce sont des carnivores à part entière, une branche distincte, même si leur histoire évolutive les place à distance des deux groupes modernes. Quand les plus grands chiens ours prennent leur place, la scène change de poids. Certains atteignent entre 550 et 773 kg, des dimensions comparables à celles d'un très grand ours kodiak. Face à un tel animal, la vitesse ne suffit plus, la défense ne garantit plus grand-chose, et une erreur peut se payer en une seule morsure. Leurs dents sont faites pour ouvrir la chair. Leurs corps massifs servent à renverser, bloquer, écraser la proie avant qu'elle ne puisse reprendre appui. Pendant des millions d'années, ces prédateurs se répandent sur plusieurs continents et occupent le sommet de nombreuses chaînes alimentaires. La fusion paraît avantageuse. Assez de mobilité pour poursuivre, assez de masse pour dominer, assez de mâchoires pour finir le combat. Mais la même logique revient, froide et visible dans les os. Plus une forme devient spécialisée, plus elle gagne en efficacité dans un monde précis. Et plus ce monde change, plus cette force peut devenir une contrainte. Les plus grands ours-chiens atteignaient entre 550 et 773 kg, plus d'une demi-tonne de muscles, de mâchoires et d'élan, dans le gabarit des plus imposants ours kodiaks. Face à une telle masse, la fuite devenait une négociation perdue d'avance. Ces amphicyonidés concentraient assez de vitesse pour rattraper, assez de poids pour faire tomber, et assez de dents pour refermer l'histoire en une seule prise. Pendant plus de 30 millions d'années, ils ont occupé les forêts, les plaines et les lisières comme des prédateurs de sommet. Leur silhouette devait suffire à vider un passage. Cette réussite avait un revers visible dans les fossiles. Leur forme fonctionnait si bien qu'elle a fini par peu changer. Le monde, lui, continuait de bouger. Il y a environ 5 millions d'années, le climat se transforme, les habitats se rétractent, d'autres carnivores entrent en concurrence. Les ours-chiens disparaissent lentement, non parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur force était taillée pour un décor qui n'existait plus. La singularité peut devenir un piège. Et un reptile bien plus ancien le montre avec une silhouette encore moins vraisemblable. Tanis tropheus ressemble, au premier regard, à une erreur de montage. Un corps reptilien, un cou interminable et une allure qui rappelle de loin un plésiosaure tiré hors de l'eau. Pourtant, ce n'était pas un plésiosaure. Il appartenait à un monde plus ancien, celui du Trias précoce,
une période où les plans du corps semblaient s'étirer dans des directions brutales. Tanis Trophéus allait plus loin encore. Son corps évoquait une rencontre impossible entre un plésiosaure et une girafe. Mais cette ressemblance cachait une différence décisive. Les plésiosaures vivaient dans l'eau. Leur long cou pouvait frapper au milieu des poissons, mais sur la terre ferme, cette architecture devenait un fardeau, sans soutien suffisant pour soulever et contrôler l'animal. Un plésiosaure échoué n'aurait pas seulement été maladroit, il aurait été condamné, écrasé par son propre corps, exposé au soleil, incapable de regagner assez vite la mer. Tanis Trophéus, lui, n'était pas enfermé dans cette seule issue. Son cou paraît avoir été raide, soutenu par les os et les muscles, plus proche dans son fonctionnement de celui d'une girafe que d'un serpent. Cette rigidité lui donnait une tenue. Elle lui retirait aussi une arme. Impossible de plier ce cou comme un fouet vivant. L'animal gagnait une portée immense, mais payait ce gain par une souplesse réduite. Pendant longtemps, on l'a imaginé presque entièrement aquatique. Les membres et la queue racontent autre chose. Il manque de nombreuses adaptations typiques des nageurs spécialisés et garde l'aspect de reptiles, capables de se déplacer sur la terre. Tanis Trophéus vivait donc entre deux milieux, pas totalement marin, pas simplement terrestre. Les plus grands individus atteignaient jusqu'à 6 mètres de longueur totale. À lui seul, le cou pouvait représenter la moitié du corps, une perche osseuse portée devant un animal déjà massif. Sur une rive, l'image devient étrange et très concrète. Un reptile haut sur son avant-corps, la tête projetée loin devant, le reste du corps ancré près de l'eau. Une girafe carnivore, mais avec des écailles et des dents fines. Ces dents révèlent la chasse. Elles étaient minces, coniques, parfois emboîtées les unes dans les autres, faites pour retenir des proies glissantes qui se débattent. Poissons, céphalopodes, animaux mous et rapides. Une fois pris, ils avaient peu de prise pour s'échapper. La mâchoire ne broyait pas comme un étau, elle verrouillait. La manière exacte dont Tanis Trophéus capturait ses proies reste discutée. Certains modèles le montrent nageant après les poissons, d'autres le placent immobile au bord de l'eau, le cou abaissé comme une longue ligne de chasse. Une autre possibilité élargit encore la scène. Le même animal aurait pu exploiter l'eau et la rive, attrapant ce qui passait à portée. La forme paraît absurde, mais elle ouvrait plusieurs angles d'attaque. Et cette stratégie n'a pas laissé seulement une poignée d'indices. Tanis Trophéus est connu par de nombreux fossiles, dans des formations réparties en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Son genre a persisté pendant environ 10 millions d'années. Pour une créature aussi spécialisée, ce n'est pas une note de bas de page. Mais le coup qui donnait la portée donnait aussi une cible. Long, raide, difficile à escamoter, il exposait une zone vitale à tout prédateur assez rapide pour surgir. De nombreux fossiles portent des morsures mortelles au cou. Notosaurus, Ichthyosaurus et Helveticosaurus figurent parmi les suspects possibles, des chasseurs capables de transformer cette merveille anatomique en point de rupture. La scène tient presque dans une seule image. Tanis Trophéus, à demi dressé hors de l'eau, son cou raide tendu au-dessus de la surface, puis une mâchoire qui frappe exactement là où l'avantage devient faiblesse. Chez lui, l'évolution n'a pas produit un compromis confortable. Elle a construit une machine très efficace dans certaines conditions et très vulnérable dans d'autres. Le même motif revient alors, des ours-chiens à Tanis Trophéus. La forme qui permet de dominer un monde précis peut devenir trop coûteuse quand le décor change ou quand un ennemi trouve la faille. La puissance ne disparaît pas toujours dans un grand effondrement. Parfois,
Elle reste inscrite dans les eaux, superbe et inutile, après que le monde a cessé de lui obéir. Même au sommet de sa réussite, Thanys portait sa faille devant lui, tendu comme une cible au-dessus de l'eau. Plus grand que la plupart de ses proches, il appartenait pourtant aux Thanystrophéidae, une lignée au même air impossible, répandue pendant une grande partie du Trias. Puis cette silhouette a disparu. Pas d'un coup spectaculaire visible dans les eaux, mais avec un indice brutal. Ce coup, si utile pour frapper depuis la rive ou la surface, restait aussi assez bas pour être saisi. Sur plusieurs fossiles, la scène se lit sans bruit. Des morsures profondes entaillent les vertèbres cervicales. Dans certains cas, l'attaque a presque séparé la tête du reste du corps. Notosaurus, Ichthyosaurus et Helveticosaurus figurent parmi les suspects, des prédateurs capables de transformer cet avantage démesuré en blessure mortelle. Thanystrophéus avait survécu assez longtemps pour devenir familier dans son monde. Mais lui et les siens n'ont pas franchi le seuil du Jurassique. Dans le Trias, beaucoup de formes étranges semblent avoir suivi cette trajectoire. Une réussite éclatante, puis une spécialisation qui se referme comme un piège. Une autre silhouette surgit alors, avec une parenté lointaine au groupe qui donnera plus tard certains des prédateurs les plus célèbres. Pas un dinosaure, pas un tyrannosaure. Un archosauriforme ancien, massif, à 4 pattes. Erythrosuchus. Il apparaît dans les fossiles il y a environ 249 millions d'années, juste après l'extinction massive de la fin du Permien. Le monde vient d'être vidé d'une partie énorme de ces animaux. Une place reste ouverte au sommet des chaînes alimentaires. Erythrosuchus s'y installe, avec un corps qui montre immédiatement le rôle occupé, celui d'un tueur. Son squelette donne l'impression d'un mélange rude, presque bancal, entre un tyrannosaure et un crocodile terrestre. Le crâne domine tout. Lors de sa découverte, cette tête paraissait si énorme, si proche de celle des grands théropodes, que le premier regard pouvait la faire passer pour celle d'un nouveau dinosaure carnivore. Les os suivants ont corrigé l'image. Ce n'était pas un théropode, mais un reptile quadrupède au crâne disproportionné. Et ce mot reste faible. Le crâne d'Erythrosuchus pouvait atteindre 1 mètre de long, pour un corps d'environ 4 mètres au total. Sa tête représentait donc près d'un quart de sa longueur. Chez un animal d'environ 2 tonnes, cela donnait une masse frontale écrasante, portée par un cou court et trapu. Cette tête n'était pas faite pour arracher calmement des feuilles. Sa nourriture laissait des traces rouges. Erythrosuchus était probablement un hypercarnivore. Plus de 70% de son alimentation venait de la viande. Sa mâchoire portait des dizaines de grandes dents coniques, tranchantes, dentelées, recourbées vers l'arrière. Une fois plantée, elle retenait la chair au lieu de glisser. La proie ne rencontrait pas seulement des dents, elle rencontrait un outil conçu pour fermer très fort. Le crâne offrait de la place à une musculature énorme. Chaque morsure pouvait rappeler, par sa puissance, celle des grands crocodiles actuels. Face à un autre prédateur armé de dents, ou face à un grand herbivore protégé par une armure, le résultat pouvait se décider en un seul impact. Une mâchoire se refermait, les os encaissaient le choc, le combat changeait aussitôt de forme. Dans le Karoo, en Afrique du Sud, ce quadrupède à allure de tyrannosaure régnait sur les paysages du Trias inférieur. Autour de lui vivaient Canemeyeria, Diadémodon et Lystrosaurus, survivants célèbres de l'après-crise permienne. Pour ces animaux, l'espace ouvert après l'extinction n'était pas vide longtemps. Il avait maintenant des dents. Mais le même crâne qui donnait à Erythrosuchus sa domination
imposait aussi une facture lourde. Une tête aussi massive devait être soutenue en permanence. Comme l'animal n'avait pas la taille gigantesque d'un vrai tyrannosaure, son corps compensait autrement. Cou court, épaules robustes, mouvements moins souples. Ce n'était pas le prédateur le plus rapide. Son arme principale se trouvait à l'avant, lourde, puissante, difficile à déplacer avec finesse. Il devait probablement compter sur l'embuscade, sur la proximité, sur des proies elles-mêmes peu rapides. Dans un monde où d'autres chasseurs plus vifs et plus maniables finiraient par prendre de la place, cette construction devenait moins favorable. La gueule avait tout reçu, puissance, dents, muscles, autorité. Le reste du corps devait suivre ce choix. Et quand la vitesse, la souplesse ou l'endurance ont commencé à peser davantage, l'ancien roi du Karoo n'avait plus la même marge. Erythrosuchus disparaît ainsi, comme Tanystropheus avant lui, dans ce motif étrange du Trias. Une forme extrême peut ouvrir un règne, puis fermer la porte derrière elle. La spécialisation donne d'abord un trône. Ensuite, elle peut devenir une cage. Une autre combinaison, moins attendue encore, a tenu bon. Un corps de cochon, une morsure de hyène et quelque chose de massif, presque hippopotame, dans la tête. Ce mélange donne les Antélodontidés, les fameux cochons de l'enfer. Le surnom paraît brutal, mais il colle à l'image. Large museau, grands sabots fendus, silhouette lourde, ventre de mammifère capable de traiter une nourriture très variée. Ils ressemblaient assez aux cochons pour tromper l'œil, sans appartenir à leur famille proche. Les antélodontes apparaissent à l'Éocène tardif. Les vrais cochons, eux, n'arrivent qu'un peu plus tard, à l'Oligocène. La ressemblance est donc un piège. Ces bêtes étaient plus proches des baleines et des hippopotames que des suidés. Leur côté hyène venait d'ailleurs, dans les mâchoires. Les os du crâne portaient des structures renforcées. Les muscles de la morsure s'y accrochaient comme des câbles. Et les dents, énormes, résistaient à bien plus que de la chair tendre. Elles broyaient aussi l'os. Cette capacité change tout. Dans une carcasse, l'os protège une réserve dense, la moelle, riche en énergie, en calcium, en phosphore. Les antélodontes pouvaient l'atteindre là où d'autres carnivores laissaient encore quelque chose derrière eux. Sur leurs dents, les marques d'usure rappellent de façon frappante celles des hyènes tachetées. Puis le crâne ajoute une autre menace. Comme chez leurs cousins plus proches, les hippopotames, de grandes excroissances osseuses se dressaient sur la tête et les mâchoires. Elles pouvaient servir d'ancrage aux muscles du cou et de la mâchoire, ou transformer le visage en avertissement visible avant même le choc. Quand l'avertissement ne suffisait pas, la bouche faisait le reste. Des muscles digastriques bien développés, comparables dans leur rôle à ceux de l'hippopotame, leur donnaient probablement une ouverture de gueule immense. La tête s'ouvrait large, la morsure enveloppée, puis se refermait. Les sabots imposaient une limite claire. Un antélodonte ne pouvait pas saisir une proie avec des griffes, ni la plaquer au sol avec des pattes souples. Le danger devait donc venir de l'avant. Une gueule capable d'attraper un corps en mouvement, de l'écraser, de le rendre inutilisable en quelques secondes. Mais ces animaux n'étaient pas enfermés dans la chasse. Quand la proie manquait, ils mangeaient autre chose. Charogne, reste abandonné, matière plus dure, ressources de saison. Leur régime opportuniste leur donnait une marge, que les prédateurs plus spécialisés n'avaient pas toujours. Les analyses isotopiques et les traces d'usure dentaire montrent cette souplesse. Pendant les périodes sèches, ils semblent avoir consommé beaucoup de charogne, comme peuvent le faire certains cochons actuels dans des milieux difficiles.
Ce n'était pas une faiblesse, c'était une porte de sortie. Cette absence de délicatesse alimentaire les a menés loin. On les retrouve dans des plaines ouvertes, mais aussi dans des forêts. Des paysages différents, des ressources différentes, et pourtant le même type de bête, capable d'avancer, de fouiller, de mordre, de survivre. Partis d'Amérique du Nord, ils se sont répandus vers de vastes régions d'Europe et d'Asie. Là, ils sont devenus l'un des groupes imposants de leur temps. Pas toujours des prédateurs au sommet de la chaîne, mais des adultes qu'il valait mieux éviter. La taille achevait de fermer la discussion. Les plus petits pouvaient rappeler un grand cerf. Les plus grands, comme des Odons, atteignaient jusqu'à 750 kg, plus lourds que la plupart des chevaux. Sauf qu'un cheval laisse une ruade, alors qu'une mâchoire d'antélodonte pouvait transformer la chair et l'os en amas méconnaissables. Leur succès a duré plus de 15 millions d'années. Pour des animaux bâtis comme une contradiction vivante, c'est long. Un museau de cochon, une puissance de broyeur, une parenté d'hippopotame et de baleine. L'assemblage paraît improbable, mais il a traversé des continents entiers. Puis, comme les autres formes extrêmes, ils ont fini par disparaître. Il ne reste que les crânes, les dents usées, les os marqués, et cette impression étrange qu'une spécialisation peut donner plusieurs armes à la fois avant de laisser une lignée sans issue. Même après eux, la même logique a continué à produire des silhouettes déroutantes. Il y a seulement 800 000 ans, Civaterium marchait encore sur Terre. Un immense herbivore, parent des girafes, avec une allure qui évoquait à la fois la girafe et l'élan. La nature ne dessinait pas des catégories propres. Elle fabriquait des corps capables de tenir, jusqu'au jour où leur propre forme devenait